C'est à cette heure tardive que nous vous retrouvons, chers amis, pour cette édition spéciale du Carré Rond, bien sûr, dans la foulée de, comme vous pouvez le voir, hein, ce live est complètement placardé de SummerSlam. Je pensais pas que mes collègues mettraient autant le paquet. Ça vient de se terminer, chers amis. On vous laisse le temps, bien sûr, d'arriver tranquillement. Il y en a peut-être... Bon, la première affaire, avant que je salue mes collègues, c'est de vous dire, soyez très attentifs à ce que je m'apprête à dire. Si vous n'avez pas vu SummerSlam et que vous avez l'intention de le regarder en rediffusion, fermez tout de suite ce live. Spoiler alert, avis de divulgachage. On va en parler mur à mur. Steve, comment ça va? Hey, ça va super bien. Effectivement, on va en parler en masse du SummerSlam. Donc, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, c'est pas une bonne idée de l'écouter. Mais si vous l'avez vu, écoutez-nous. Puis dans les commentaires du live Facebook, allez-y, donnez-nous vos impressions. C'est ça qu'on veut savoir. Absolument, absolument. Tout à fait. Et j'en profite également pour saluer au passage, bien sûr, G-Central, qui était en notre compagnie, hein, parce qu'on vient de regarder ça avec les Ribbers, membres de la communauté patreon.com/, le Carré Rond. Mon cher G-Central, comment ça va? Ça va super bien, puis on a passé une Moses de belle soirée, Martin. Absolument. Solide à part de ça, avec un pay-per-view, un SummerSlam d'une grande qualité. Ben, on va en parler parce que c'est ça qui va être... Ça va être ça, si on veut, l'agenda de cette édition spéciale. Première chose, ben les boys, on va parler de quelque chose qui ne s'est pas produit, c'est-à-dire le match entre Seth Rollins et Riddle. On a quand même eu droit, là on ne fera pas ça nécessairement dans l'ordre où ça s'est déroulé, comme ça ben ça vous gardera quelques surprises si vous ne l'avez pas vu puis que vous nous écoutez quand même, mais il y a quand même eu une altercation là, entre les deux qui s'est soldée bien sûr par le curb kick ou le curb stomp, whatever, de Seth Rollins sur Riddle. Dans le kayfabe, ou en fait, dans la storyline, en fait, et ce qui a pas mal été présenté, c'est que j'allais dire Vince, aïe aïe, hein, c'est spécial. Triple H, il va falloir dire ça à cette heure. C'est vraiment fucked up. En fait, le créatif, plutôt, de la WWE a décidé apparemment, de conserver ça pour Clash at the Castle, qui, disons-le, est le logo le plus laid que la WWE n'a jamais présenté. Voilà, on règle ça tout de suite. Fait que allons-y pour commencer. Comme je vous le dis, on les fait pas dans l'ordre nécessairement que ça s'est déroulé. Fait que je vais les faire moi dans l'ordre que je les avais présentés à nos Ribbers. Grosse surprise, je veux vous entendre là-dessus. Moi aussi, je vais avoir des petites choses à dire. Logan Paul contre The Miz. Ben, moi, pour vrai, une chance que c'était avec The Miz. Logan Paul a très bien paru, mais je me demande jusqu'à quel point que ce match-là avait pas été pratiqué et re-pratiqué, mais sinon, Logan Paul s'en est bien tiré, il m'a diverti, il a fait un maudit bon show. Oh, oui, maudit que Maryse Ouellette est belle. Mais, oui, de très beaux talons aiguilles. Mais l'affaire, en fait, tu l'as dit pendant qu'on a regardé ça. C'est un très bon point de dire à quel point ça avait été rehearsé, là, à quel point ça avait été chorégraphié, puis tu sais, qu'on fait et refait le match. Ça, c'est la première affaire. Fait que la suite des choses va nous démontrer que, parce que ça va être un worker part-time, là, il sera pas à Raw tous les lundis, là, ça c'est clair. Là. Mais l'autre affaire aussi, c'est qu'on va le regarder aller dans les prochains combats qu'il va faire. Puis là, on pourra déterminer, tu sais, à quel point ça pouvait être chorégraphié. Et l'autre affaire, comme toi-même en tant que worker, dont tu as fait la mention, c'est que il est pas mal stiff. Hein? Ah, c'était stiff, là. Moi, j'ai vu un Miz qui, après à peu près 40 secondes de combat, là, avait déjà la joue enflée, ouais. On voyait des chymoses. J'ai essayé de comprendre quand c'était arrivé, mais je pense que tous les coups de Logan Paul étaient stiffs. Il y a une coupe que... Ouais, il y a une... Ça avait l'air de rentrer au poste assez solide. Ouais, ça peut passer, ça, avec The Miz, mais tu sais, il va y avoir des gars avec qui ça passera pas. Non, puis des patates, là, personne n'aime ça, puis souvenez-vous, puis Steve va vous le dire, dans la lutte, il y a toujours un reçu, là. Il y en a toujours un, c'est comme ça que ça fonctionne, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui va te...
Le dernier gros reçu qu'on a vu, là, c'était Braun Strowman sur Brock Lesnar, un coup de genou qui avait été moindrement stiff, puis Brock il avait pété une de ses droites, là. Je me rappelle, on l'écoutait Martin ensemble. Ouais, absolument. Oui, puis un autre bel exemple de reçu, ça avait été Randy Orton avec Undertaker. D'ailleurs, dans le spécial, je me souviens plus du programme là, sur le network, Randy Orton en parle. Fait que des reçus, c'est monnaie courante, c'est pratique courante et c'est assurément que ce sera selon moi, un des rites de passage de M. Logan Paul dans ses prochains combats. JC, comment t'as trouvé ça, tout ce combat-là? Ben moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la présence de Logan Paul. Il occupe le ring. OK? La caméra l'adore. Le public embarque avec lui. Ce gars-là, ça va être une attraction, une occasionnelle, les Big Four. On le verra pas à Raw tous les semaines, là. Non, moi non plus. Je pense que c'est ça la teneur de son entente aussi. Je pense. C'est important de le mettre dans le ring avec des gars qui sont très talentueux, je pense. Parce qu'il va avoir besoin de ces gars-là pour le mettre over. Parce qu'il y a un manque d'expérience aussi qu'on a pu voir. Un peu de stiff aussi. Je pense que les gars vont finir par régler ça. Mais pour ce qui est du reste, je trouve que Logan Paul, justement, a fait une belle performance. Il a impressionné tout le monde. On l'avait vu en tag team en WrestleMania avec The Miz, justement. Oui, puis on avait été impressionnés. On avait été impressionnés. Là, en single, il a tenu la route. Ça a bien été. J'ai bien hâte de voir quelle sera la suite des choses par rapport à ça. Puis, écoute, moi, sur une simple base d'athlétisme, tu sais, d'aptitude athlétique, le gars, il a vraiment un bon toolset. Il a fait des gros moves aussi, là, tu sais, des affaires là que, je veux dire, tu fais pas ça après 2 semaines au Performance Center, là, tu sais. Fait que Martin, le Frog Splash sur la table. Débile. Le Frog Splash sur la table, oui, je vous le donne. Là. Moi, ce que j'ai fait, wow, là. C'est les deux lead frogs que Miz passe en dessous, là. Hey, Miz a pas eu à se pencher. Là. Non, puis il fait un split dans les airs. Oui. Oui, il est très, très, très impressionnant, athlétiquement parlant. Fait que ça va être bien intéressant de continuer de suivre ses accomplissements au sein de la WWE, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il est signé officiellement. Là. C'est un membre du roster. C'est juste que bon, il sera pas là comme on le disait à tous les lundis, là, c'est clair. Non, puis écoute, ce qui est clair, c'est que même s'il aime la lutte, la WWE présentement a bien plus besoin de Logan Paul que Logan Paul a besoin de la WWE pour vivre. Non. Puis, écoute, tu sais, c'est mutuellement profitable. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Là. Puis, écoute, c'est une attraction. Puis, s'il continue de travailler comme il travaille là, qui sait ce que l'avenir va réserver. Là. Mais pour que autant que lui en profite, puis que la WWE en profite, là, faut que Logan Paul soit bad. Ouais, moi aussi, je pense. Puis, je pense que c'est un heel naturel de toute façon. Ouais. T'sais. C'est un heel naturel. Hey, on continue ça, les boys. Là, ça va être difficile parce qu'il va falloir qu'on fasse invariablement du coq à l'âne, mais on le fera pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on va parler du combat Bobby Lashley de Theory contre Bobby Lashley. Par contre, il y a une suite à ça parce que je la brûlerai pas tout de suite, mais Theory est le détenteur de la valise Money in the Bank. Fait qu'il y aura une suite à ça. Mais en gros, c'est pas un combat qui va passer à l'histoire. Et on peut dire, surtout dans un SummerSlam, puis que c'était pour une belt, que c'était un squash. Theory s'est fait squasher par Bobby Lashley. Là. Ça n'a vraiment pas duré longtemps, puis il n'y a pas eu de grandes offensives de sa part, mettons. Là. Ah non, le seul shine qu'il y a eu là-dedans, c'est Bobby Lashley de A à Z. Là. Ouais, Bobby Lashley est arrivé sur une entrée tout à fait spectaculaire. En plus, avec les fireworks, toute la patente, ça a été vraiment... C'était représentatif de ce qui était. Le combat a été rapide, puis dans tout ça, Theory a pas mal paru non plus. Non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, évidemment. Puis on regardait ça aussi en ayant derrière la tête que Theory avait la valise de Money in the Bank. Puis, tu sais, on s'est un peu dit, garde, tu sais, il va sûrement avoir d'autres choses avec ça. En tout cas, il y avait des probabilités que ce soit le cas. Puis, ça l'a été. On va en parler plus tard.
Je continue. Le match dont moi je me souciais le moins, dans lequel je me sentais le moins investi, ben c'était Corbin, Happy Corbin contre Pat McAfee. Écoute, quoi en dire? Pat McAfee, c'est relativement impressionnant ce qu'il est capable de faire dans le ring. Tu sais, c'est pas un Logan Paul, là, tu sais, même pas physiquement non plus. Là. Sauf que, écoute, ça a donné un résultat un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est McAfee qui a gagné. Moi, j'ai toujours un peu un problème. J'imagine que toi aussi, Steve, si tu es en mode protection de la business, toujours un peu un problème, moi, qu'un ring, pas un ring announcer, mais un commentateur, tu sais, qui monte dans le ring puis qui bat un worker qui est là, ça fait 10 ans. T'sais, en partant, là, moi, je décroche un peu, là. Ben, c'est que tu viens vraiment, là, après ça, comment tu vas me vendre que Happy Corbin a une chance quand je le vois dans le ring? Ben non, c'est exactement ça. C'est ça qui a comme pas ben d'allure dans l'affaire. On parle du même gars qui Happy Corbin a perdu contre le même gars qui a perdu contre Vince McMahon à WrestleMania. Ouais, c'est ça. Fait que, sauf que ça enlève rien, je trouve, aux aptitudes de Pat McAfee. On s'entend que la seule raison pour laquelle il est là, c'est pour qu'il ait des yeux sur le produit. C'est la même affaire que Logan Paul. On contredit pas ça. Mais tu sais, au même titre, je veux dire, quand tu vas voir Star Wars, tu dis pas à personne à côté de toi, ouais, mais là, c'est parce que Darth Vader, c'est un acteur. Tu dis pas ça. Là, faut que tu suspension de ta crédulité, de ton incrédulité. Je le sais même plus. C'est suspension of disbelief. C'est pas je suis fatigué. Fait que comme je disais, c'est McAfee qui a gagné. C'est pas un match qui va passer à l'histoire. Puis écoute, tu sais, McAfee va revenir dans les rings quand ça va être payant pour la WWE. Tu sais, pour un pay-per-view, une storyline rentable ou des affaires comme ça. Mais Pat McAfee, ça sera jamais le gars qui fait 20 house shows avec Happy Corbin sur la route. Oubliez ça, là. C'est pas ça. Non, ça c'est sûr. Athlétiquement parlant, il s'en est bien sorti. Ouais. Ils ont livré un combat acceptable. C'est ça. C'est correct. Mais je dirais que c'était le moins intéressant de la soirée. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Je continue avec un combat qui l'a été quand même pas mal plus. Les Usos contre Street Profits, c'était un ODQ avec Jeff Jarrett comme arbitre spécial. Soulignons comme point de départ que deux affaires que je retiens. Le premier, c'est que M. Jarrett est en excellente forme physique. Il a l'air de très bien se maintenir. Il me donnait l'impression d'un gars qui pourrait travailler le lendemain. Et il va le faire, parce que vous le savez, il sera du tag team, le dernier match de Ric Flair, dans lequel Ric Flair va se battre avec son gendre, El Idolo, contre Jeff Jarrett et Jay Lethal dans le cadre de Starrcast, mais on en reparlera dans une édition soit de la Feuille Sale ou du Coréron de cette semaine. Fait que ça a donné lieu à un excellent combat. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le niveau d'investissement qui est faible, mais le niveau de présence de Jeff Jarrett. Tu vois que c'est pas son premier pique-nique à ce gars-là. D'ailleurs, j'en parlais pendant le show. Il était ref quand il était jeune dans le territoire de son père avant d'être worker lui-même. Ça a donné un match, tu sais, on se le disait, il faut que ça soit la dernière fois. Là. On a vu toutes les combinaisons possibles et les combats avec les gimmick matchs imaginables entre les Street Profits et les Usos. On spéculait beaucoup sur, est-ce que ça va être l'ère des Street Profits? Est-ce que ça va être plutôt la fin des Street Profits? En gros, les Usos ont gagné. Merci, bonsoir, on s'en va à la maison. Avec Dawkins et Montez Ford assis dans le ring sur le bord de broyer. En gros, là, c'est pas mal ça. Mais oui, mais moi, ce que je peux rajouter, c'est deux choses. Premièrement, chapeau à Jeff Jarrett. Souvent, tu sais, quand tu as un arbitre invité, il essaye de voler le show, tu ne vois que l'arbitre. Ouais. Puis on l'a dit pendant qu'on l'écoutait justement SummerSlam, Jarrett nous a pas... À un moment donné, là, ça aurait pu être monsieur et madame tout le monde dans le ring comme arbitre, puis ça aurait fait la même affaire. Tu sais, Jarrett avait été utilisé par la WWE parce que c'est un bon vendeur de tickets au Tennessee. Ben oui, puis il vient de là. C'est pas plus dur que ça. Là. C'est comme quand ils sont à Memphis, ils sortent Jerry Lawler. Là, c'est ça. Ben c'est ça. C'est la saveur locale. Mais oui, dans le ring, écoute, on a vu l'expérience de Jeff Jarrett. Sa façon de mettre les go-overs. Puis justement, il était pas là pour voler le show. Il était là pour permettre aux gars de s'élever, justement, de donner un show meilleur.
Puis je pense que dans l'ensemble, les deux équipes avec Jeff Jarrett ont fait un excellent travail à ce soir. Fait que là, ben ça permet, sans trop faire d'over-analyse, là, mais tu sais, ça fait en sorte qu'on se pose évidemment la question, qu'est-ce qui va arriver avec les Street Profits? Parce que là, c'est la fin de la feud, je le souhaite, avec les Usos. Là, j'espère qu'on n'aura pas un esti de match gimmick demain à Raw entre ces deux équipes-là. JC, on jasait, puis tu disais que tu avais beaucoup apprécié le match-up, ou en fait la création de l'équipe Dolph Ziggler et AJ Styles. Est-ce que ça pourrait faire des contenders intéressants pour la belt du côté des Usos? On verra. Je trouve que, en anglais, on dit, ou en français, je dirais fade. Je trouve la division par équipe à la I en ce moment, c'est ça. C'est un peu fade. Le banc n'est pas très long, là. Ben, c'est ça. Il faut aller creuser, trouver des nouvelles équipes. Ils ont fait un gros ménage en laissant aller bien du monde. Puis ce qui arrive, c'est ça en ce moment. Fait que là, ça sera pas les Viking Raiders. Non, je pense pas. Puis c'est ça. Fait que moi, les seuls contenders potables que je pourrais voir, ça serait ça. Ça serait AJ Styles et Dolph Ziggler. Serait bon. Ça serait bon. Ça ferait 4 méchants bons workers dans le ring aussi, vraiment. Puis là, bien évidemment, il y a toujours l'espèce de rumeur, ou en tout cas, un truc qui revient tout le temps. Ça serait la séparation des Street Profits parce qu'ils voudraient donner un single push à Montez Ford. Moi, je n'haïs pas Dawkins. C'est pas Montez Ford. C'est pas le même athlète. Il n'a pas les mêmes aptitudes. Sauf qu'il est over, lui, avec. Puis, je m'excuse, là, mais au sein de la WWE, personnellement, ça veut pas dire que je pense qu'ils sont meilleurs que les Usos, parce que les Usos, c'est légendaire, là, à quel point ils sont bons. Mais c'est mon équipe préférée. Il y a quelque chose d'électrique qui se passe quand ces gars-là s'en vont au ring, que ce soit à Raw, d'un house show ou d'un pay-per-view majeur. Puis j'ai l'impression que en tout cas, après la culmination de cette feud-là ce soir, j'ai l'impression que la I, ils veulent encore milquer ça un peu, là, puis continuer un peu de presser le citron. Je connais pas les ventes de merch de Street Profits, mais j'ai vu pas mal de kids avec des verres rouges puis toutes sortes d'affaires de même. Oh, c'est très, très populaire. C'est ça. Fait que... Et puis... écoute, encore une fois, tu disais quand ils se rendent au ring, ils sont électriques. Ce soir, en fait, une entrée encore une fois tout à fait spectaculaire. Là. Tout à fait. C'est les Street Profits, ils font un show à partir du moment qu'ils sont à l'écran. C'est ça que j'aime d'eux autres. OK? Il y a un show quand ils sont là. Ce sont de vrais sports entertainers. Puis, ils sont vraiment cool aussi dans le ring, ils sont fluides, ils ont un bon moveset, c'est une bonne équipe. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont continuer un petit peu de presser le citron. Parlant de pressage de citron, mes chers amis, je vous amène ailleurs. Je vous amène au fameux match. C'était un match no DQ, je crois, entre, évidemment, les Mysterio et Judgment Day. C'est important de mentionner qu'au départ, même pendant le pre-show, il y a eu un petit package qui a été présenté qui attestait du fait que Edge apparaîtrait ce soir. Ils n'ont pas dit d'un match, ils n'ont rien dit. Là. Les clips dont la WWE a le secret. Ouais, il est apparu, mais je pense qu'il n'est pas encore rendu au ring. L'entrée était très longue. Ah, c'est fou raide, parce que là, pour que vous vous imaginiez, il y avait 42 000 personnes à peu près au Nissan Stadium. Et, regarde, on n'était pas loin du Silverdome de Mania 3. Là. Le temps que ça prenait au monde de se rendre au ring, là, c'était pas loin de ça. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que pendant le combat, il y a eu une entrée remarquée de Edge avec un escalier. Puis, c'était-tu la toune de The Brood ou ça ressemblait? Oui, c'était la toune de The Brood. Bon, les escaliers se sont enflammés. Puis là, Edge est parti à la course. Puis là, Big Boot d'en face à Jay, puis après ça, en gros, il a dérangé pas mal, mais ça n'a pas fait en sorte que les Street Profits l'emportent. C'est les Usos. C'était dans l'autre combat, ça, Martin. Ouais, c'était Judgment Day. Ah, excuse-moi, vous pouvez bien voir que je suis fatigué. Ça a fait en sorte plutôt que ça a dérangé Judgment Day. Puis Steve, tu sais, juste pour me donner une idée aïe, mon cerveau, j'ai vraiment fait un gros brain fart, là. Je suis parti d'une affaire puis je me suis en allé ailleurs. Mais Steve faisait remarquer très pertinemment d'ailleurs, tu sais, c'est un ODQ match. Il y a 3 membres de Judgment Day si tu calcules Rhea Ripley. Puis t'as les deux mystérieux. Pourquoi Rhea Ripley n'est pas rentré dans le ring avec une masse, tu sais? Hey, pourquoi qu'il faisait des tags? Ouais, ça, c'est un peu cave aussi, là. Ça aurait pu être Tornado.
Hey, moi, je l'ai dit à Ouais. un moment donné, il y en a un des Mysterio qui est en bas du ring. Hey, prends une chaise, assomme-les. Tu ne seras pas disqualifié. Non. Il se faisait. Il n'y a rien eu de ça. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça, no DQ, à part le fait qu'on va faire rentrer Edge. Non, c'est ça. C'était un peu... écoute, puis bon, il y avait beaucoup de spéculations. J'en faisais partie, à savoir qu'on se disait que... puis il n'y a pas de raison, hein. À part peut-être une petite tournure là, dans la storyline quand que c'est le party à Raw. Je sais plus... Oui, c'est à Raw. C'est le party des... Je vous mets en contexte. Dans le dernier Raw, c'est le party des 20 ans de Rey Mysterio à WWE. Fait que là, ben, il y a un match, il gagne. Puis après ça, il se ramasse dans le locker. Toute la famille est là. Aliyah, sa fille, sa femme, tout le party est pogné, là. Puis là, ben, Rhea Ripley, elle arrive dans le locker. Puis là, ben, hey, salut Ray, toute baveuse, puis toute la kit. Puis là, ben, tout le monde veut tout le monde part vers elle, tout ça. Puis c'est un peu Dominique qui met break un peu à tout le monde. Puis là, c'est sa sœur qui dit, sac ton camp dans le locker. Rhea Ripley, il met la main dans la face, puis toute la kit, puis là, ça finit que Ray, ben, il va apprendre la défense de sa fille. Puis là, ben, il se ramasse tout seul dans le couloir avec Judgment Day qui lui avait tendu un guet-apens. Et là, ben, il fesse dessus, puis la kit, puis là, ben, Dominique, il arrive, puis hey, t'es-tu OK, papa? Fait que moi, je me disais, tu sais, si tu veux tourner Dominique heel, ben là, tu pourrais dire une semaine plus tard que c'est Dominique qui a fait en sorte que, tu sais, Ray s'est ramassé tout seul dans le couloir, Puis j'avais le feeling qu'il y aurait un heel turn. Parce que comme j'expliquais aux Ribbers qui étaient avec nous autres, ça c'est mon opinion en moi, là, si vous voulez vous exprimer là-dessus, allez-y fort les gars, mais c'est parce qu'on a atteint un point de saturation là, avec Dominique. Tu sais, t'es là parce que t'es le gars de Rey Mysterio. Je t'enlève pas toutes certaines capacités que t'as, là, c'est correct, là, je veux pas être insultant. Sauf que regarde, là, tu sais, si tu veux faire avancer ton personnage, faut que tu te détaches de papa, là. Tu sais, faut que tu fasses quelque chose, là. Faut que tu tourne heel, faut que tu roules un programme au pire avec ton père qui va culminer vers un pay-per-view, quelque chose. Là, c'est stallé. Il n'y a plus de jus dans le citron, il n'y a plus de citron, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de pépins, il n'y a plus rien. Là. Fait que c'est pour ça que je pensais que ça serait à SummerSlam que ça arriverait. Bon, est-ce que ça va arriver un autre tantôt? Qu'est-ce qui va arriver dans la foulée de l'arrivée de Edge? Est-ce que là, Edge va chummer avec Ray parce que là, il était dans le show avec Judgment Day? Regarde, on a fait le tour, là. Faut que vous fassiez quelque chose avec Dominique, puis Dominique, faut qu'il aille au gym. Pas dur, là. C'est that's it, là. Avez-vous autre chose à ajouter là-dessus, les boys? Mais tu sais, Martin, je suis pas un gros fan de Dominique non plus. Je l'ai fortement critiqué à plusieurs reprises. Puis j'apprécie beaucoup quand Veer Mahan le fait souffrir. Mais c'est ça. Moi aussi, je pense que là, il est dû pour passer à autre chose. Puis pour réévoluer, il faut qu'il sorte en dessous de la jupe à papa. Puis que, justement, je l'enverrais, moi, dans un split brand, je l'enverrais à SmackDown un peu tout seul. En zone. Ben, tu sais, puis Steve le faisait remarquer, tu sais, Dominique, tu sais, Finn Balor, Adam Cole, Samoa Joe, Batin, s'ils ont passé par NXT, puis pas Dominique, là. En effet, Kevin Owens, Sami Zayn. Ben voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, petit aparté rapide, il y a eu un méchant, écœurant, fucking bon package sur KO pendant SummerSlam. KO ne faisait pas partie de la programmation pour ce pay-per-view-là. Mais, écoute, on pourra pas dire qu'il n'a pas été mis en valeur. Ça, c'est sûr. On est revenu sur son règne comme champion. Ça a été très, très, très intéressant. J'ai hâte de voir si ça va mener, vers autre chose. Toi, JC, tu as été fin là, avant de conclure pour le match des Mysterio. Tu m'as dit que tu l'enverrais possiblement. JC et Edith avaient parlé. Tu l'enverrais possiblement à SmackDown. Moi, je l'enverrais possiblement chez eux. Ben, écoute, tu sais, même, il y avait des gens avec nous autres. Ah, y a-tu quelque chose, JC? Non, c'est bon, okay. C'est bon, Martin, tu vas bien. Parfait. Non, tu sais, il y a quelqu'un qui disait j'ai de la misère à m'imaginer Dominique Mysterio en heel. Moi, des fois, j'ai de la misère à me l'imaginer en lutteur. Fait que c'est de là qu'on part, les amis. Quand il est dans le ring,
puis tu sais, qui est bien entouré, tout ça. Il y a eu des singles matchs aussi, mais tu sais, quand il est dans le ring, c'est correct, là, c'est acceptable. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas... Mais sauf que là, faites de quoi avec, parce que là, it's getting old, là, tu sais, comme on dit en anglais. Et là, je continue, puis je sais que Steve, il a pas mal d'affaires à dire là-dessus. Moi, je suis moins scandalisé un petit peu de toi. On s'en va du côté du combat, évidemment, Liv Morgan contre Ronda Rousey pour la SmackDown Belt. Ça a duré, 5-7 minutes, les amis? Gros maximum. Puis, tu sais, ça a eu une durée suffisamment courte pour que mon premier réflexe a été de demander est-ce qu'ils ont voulu faire du temps? Tu sais, est-ce qu'ils regardaient l'heure et ils disaient wow, on va être short pour le pay-per-view? Longue histoire courte, combat dans lequel Ronda, je pense que sur la totalité du combat, on peut dire qu'elle dominait Liv Morgan. Liv Morgan a passé son temps à courir les câbles parce qu'elle était prise dans une prise de soumission quelconque. Arm lock, ankle lock, name it, là. Et là, ben, à un moment donné, elle fait son fameux armbar et Ronda est comme couché ses épaules, les jambes dans les airs pendant qu'elle fait le armbar. Puis ses deux épaules touchent au plancher. Il y a un compte de 3 qui donne la victoire à Liv Morgan, mais on peut voir à la reprise que Liv Morgan est en train de taper out de la prise que Ronda Rousey a faite. Et ce que ça a donné, je finis le résumé là-dessus, ça a donné un heel turn officiel. Là. Il n'y aura plus de high five. Là. Écoute, Ronda a fait des armbars au ref, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Elle était en tabaslac. Fait que ce à quoi, Steve, tu m'as dit, puis je paraphrase, mais c'est le pré-finish que j'ai vu cette année ou quelque chose de même. Explique-nous pourquoi toi, t'es offensé à ce point-là de ça. Okay. Ben, moi, là, c'est que tu m'as ramené ce que tu m'as présenté à Raw entre les Street Profits puis les Usos. Tu sais, on l'a vu, là, ça, là, le compte que, hey, le gars, finalement, il avait pas l'épaule à terre, l'arbitre ne jouait pas. Tu sais, tu me sers du réchauffé. Ouais, mais c'est un très vieux finish, Steve. Oui, là. Ça s'est fait à plein de saveurs, plein de fois dans le passé. Là. Puis en plus, le match était d'une qualité médiocre. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais où est-ce qu'il est passé son talent, Ronda Rousey? Si tu me demandes de faire le top 10 des workers à la WWE, est en bas de grille, en maudit. Ben, moi je pense que le meilleur combat à vie de Ronda Rousey, c'est son premier. C'est son premier. Puis pourquoi? Parce qu'elle avait Triple H dans le ring avec elle, puis elle avait Kurt Angle, là. Ben oui. Puis Stéphanie aussi. Stéphanie a pas mal paru à cause des deux gars. Puis c'est pas parce que c'est des gars, là. Elle n'est pas pensée que c'est parce que c'était des gars, c'est parce que c'est des workers d'expérience, point. Ben oui. Puis je veux pas être méchant, mais moi j'ai toujours dit qu'un combat de lutte est aussi bon que le moins bon des deux lutteurs. C'est clair. Puis là, écoute, le moins bon des deux lutteurs n'était pas Liv Morgan. Ben non, du tout. Du tout. Moi, je suis juste content que ça fait garder la belt à Liv Morgan. Parce que je suis curieux de voir. Tu sais, je suis pas en train de vous la vendre comme la meilleure worker de la I, là, c'est pas ça que je dis. Sauf que je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont amener ça et surtout où est-ce qu'elle va emmener ça. Tu sais, bon, écoute, là, on avait tous un peu le feel good feeling là, quand elle a gagné, puis tout le kit, puis tu sais, tout le monde était derrière elle, puis tu sais, très émotif, le kit, c'est cool. On s'est probablement tout dit, oh, champion de transition. T'sais, c'est sûr qu'on s'est tout dit ça, un peu comme Biggie, un peu comme un paquet de monde à qui c'est Kofi Kingston, tu sais, un paquet de monde à qui c'est arrivé. Mais là, tu sais, je veux dire, écoute bien, là, elle fera pas une pay job que Ronda, là. Ah, ben non. Fait que laissez-y, puis tu sais, puis sais-tu, c'est quoi l'autre affaire que j'ai été pas surpris, mais dont j'étais pas au courant? Tu vas me dire, ben oui, c'est arrangé de même, Martin, mais il reste que j'ai vu beaucoup de signes et de merch de Liv Morgan quand il prenait des crowd shots. Puis, ben ça m'indique que, et pourquoi pas qu'elle garderait pas ça pendant un certain temps, tu sais, laissez-la runner avec. Ah, ben si avant de la merch, c'est voilà. sûr. Fait que, toi, JC, comment t'as trouvé ça, Liv, contre... Moi, je suis moins scandalisé que Steve, là, tu sais, je veux dire, c'est un finish qu'on connaît depuis la nuit des temps, là, tu sais, les deux gars qui sont sur le dos, il y en a un qui fait un bridge, puis il y a une épaule qui lève, puis le ref, il compte le gars qui donne à la prise, puis tout, c'est vieux, là, tu sais, c'est pas nouveau. Mais ça m'a pas... Tu sais, si ça permet de perpétuer cette feud-là, j'ai pas de problème. Puis ça permet à Liv de garder la belt. Moi, je suis content.
Moi, toi, JC, comment t'as pas... Ben comment écoute, moi personnellement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une victoire rapide de Ronda. On a vu plusieurs armlocks dans le milieu du ring, puis Liv, elle s'en sortait à chaque fois. Puis là, ben, elle a réussi un tour de passe-passe comme ça. Bon, on avait déjà vu ça à SummerSlam avec l'Undertaker puis Brock Lesnar. Aussi, c'est vrai. Et puis, c'est ça. Et puis, à ce moment-là, ce qui est arrivé, il fallait tourner Ronda. Ronda est semi-heel, il fallait la mettre heel. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est probablement ça la justification booking là, de ce move-là, de 1. Puis, de 2, ce que je comprends, Steve, là, dans le fond, c'est que c'est pas qu'il ait fait ce finish-là qui te dérange, c'est qu'il ait servi à la même affaire il n'y a pas si longtemps. C'est ça? OK, mais c'est pas le finish en lui-même, là. Non, c'est pas le finish en lui-même. C'est ça. Le finish en lui-même, ça, écoute, ça fait partie de la lutte. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait aussi partie que à SmackDown, la semaine prochaine, je vais avoir un livre contre Ronda. C'est sûr. Tu sais, ils vont nous éterniser ça jusqu'à... Ben, je serais pas surpris que le show c'est en Angleterre, Nouvelle-Écosse, c'est où? En Angleterre. En Angleterre, on va avoir livre contre... Ouais, Clash at the Castle, c'est en Angleterre, là. Ouais, c'est à Cardiff. C'est ça, exact. On va avoir livre contre Ronda. Ben, tu sais, écoute, moi, en tout cas, si tu m'avais dit qui tu choisis pour donner une run avec la belt, c'est pas Liv Morgan, mais je suis relativement agréablement surpris des résultats que ça donne. Je te parle de popularité et tout ça. Puis on le sait, c'est ça le nom de la game. Fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. On passe maintenant du côté du championnat féminin. Puis là, ben il y en a des affaires à dire parce que c'était le premier match. Bianca, bien sûr, contre Becky Lynch. Ça s'est passé comme ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que Bianca a gagné de façon décisive. Okay? Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas de schmoz, il n'y a pas eu de run-in, il n'y a rien eu de ça, de 1. De 2, faut que Becky Lynch change sa gear parce que c'est une fucking joke. Je suis désolé, là, m'arriver avec un windshield en plastique d'en face puis des bottes de clown qui, après 5 minutes du combat, sont toutes en train de déchirer, c'est n'importe quoi. Là. Ça, là, écoute, on règle ça tout de suite. Par contre, ça a été, dans le ring, ça a été un simonac de bon match. Comme on est toujours en droit de s'y attendre. Mais là, et c'est probablement pourquoi ça a été le premier match, ben on a eu un run-in, en fait, run-in, ou en tout cas, c'est une surprise en fin de combat. C'est que Bayley s'est pointé. Ah, Bayley est revenu. On l'avait collé pas mal. Mais après ça, Dakota Kai, qui avait été laissé aller, et Io Shirai, deux anciennes vedettes, j'ai envie de le dire comme ça, d'NXT, qui avaient eu des bonnes runs, les deux. Io Shirai a été championne. Ben, ils s'en viennent rejoindre Bayley. Et là, ben, ils veulent faire un mauvais parti, bien sûr, à Bianca. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait tourner Becky Lynch face. En tout cas, c'est de l'impression que ça donnait, là. On a eu, à la fin du match, avant que Bayley arrive, on a eu Bianca qui a donné un hug. Oui, c'est vrai, t'as raison. À Bianca Belair. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, dès que Belair va se retourner, l'autre, elle l'attaque. Non. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Là, on a eu Bayley. Écoute, moi, Io Shirai, j'étais vraiment content. Qui est, selon moi, cette fille-là, je comprenais pas qu'elle était pas dans le... Je pense qu'elle était arrivée en fin de contrat ou quelque chose de même, puis qu'elle était retournée au Japon, je suis pas trop sûr, là. Puis, mais on sentait, mon feeling, là, c'est qu'on sentait tout de suite que Triple H voulait laisser une impression sur la nouvelle WWE. Là. Bayley, c'est correct, elle était blessée, là. Mais Io Shirai, Dakota Kai qui reviennent, ça donnait l'impression. Puis là, ben, le P, c'est que Triple H s'est en allé sur Twitter après. Ben, c'est probablement quelqu'un qui le fait pour lui, mais ils ont mis un extrait des 5 filles dans le ring, puis il a tweeté « We're just getting started ». Fait que là, nous autres, les yeux nous ont grandi. Premier match, il va-tu revenir du monde? Il va-tu, mais finalement, tu sais, toutes les surprises, pseudo-surprises auxquelles on s'attendait. Non, ils n'ont pas signé Bray Wyatt, Steve, puis il n'est pas venu. Mais tout ce qu'on avait collé, c'est passé, par exemple. C'est-à-dire... Puis mention, moi, en tout cas, pour moi, les boys, ce combat-là était le meilleur match. Moi aussi. Puis mention très honorable
à l'habillement de Bayley qui a jeté Martin en bas de sa chaise. Ah non, moi, je veux pas juger mais disons que ça donnait l'impression que c'était des pantalons de voyage. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y avait trop de poches après. Ça avait plus l'air d'un kit pour aller faire du parachute ou faire de la survie que faire un run-in dans un main event de SummerSlam. Et là, parlant de main event, on y arrive, hein, les amis, un gros match entre Roman Reigns et Brock Lesnar, évidemment, pour le titre unifié de la WWE. On a tout eu là-dedans. On a eu des tracteurs, on a eu du soulevé de ring, on a eu des coups pas des coups, mais des coups de ceinture d'en face, des coups de name it, des coups de marche en métal. Ça a été vraiment, pour moi, incluant Bianca, Becky Lynch, c'est le combat de la soirée. Il y a eu du gros shock factor aussi, là, tu sais, pas Roman, mais Brock arrive avec un tracteur, son personnage de gros redneck, le kit, mais c'est parce qu'à un moment donné, il soulève le ring pour faire rouler Roman Reigns en bas du ring. Puis là, pour essayer d'avoir un compte de 10, c'est un last man standing, rappelons-le. Et écoute, Paul Heyman a bumpé. Theory est arrivé avec la valise de Money in the Bank. Écoute, il n'y a à peu près rien qui est pas arrivé. Il y avait des cadavres à terre partout à un moment donné. Theory, les Usos sont arrivés, tout le kit. Et au final, ça s'est passé pas mal comment moi je me l'imaginais. C'est-à-dire que c'est Roman qui est over. C'est Brock qui a perdu, mais on a vendu Brock comme indestructible. Tu sais, il a fallu qu'il pète la gueule 22 fois, puis qu'il se relève à 9. Puis à la fin, il était rendu qu'il mettait des parties du ring sur lui, puis des valises, puis des chaises, puis de la table des annonceurs. Puis il manquait juste Paul Heyman qui mette par-dessus lui pour pas qu'il soit capable de se lever. Et finalement, le compte de 10 est arrivé. La Bloodline est intacte. Le Tribal Chief a encore sa ceinture. Les Usos aussi. C'est pas mal comme je pensais que c'était pour se produire. Gros kudos à Brock Lesnar. Moi, j'adore Brock Lesnar dernièrement parce que je trouve qu'il sort tellement de sa zone de confort. Puis, il a l'air d'avoir du fun. Et ça donne un produit et un résultat incroyable. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment l'air d'avoir du fun. Là, on s'entend que la shot là, que Martin explique, que Brock arrive avec un tracteur, il soulève le ring. Écoute, dans les scénarios d'Hollywood, là, le ring il reste même pas dans les airs soulevé, mais là, le ring il a resté dans les airs. Ouais, il est resté à côté sur le banquette. Ouais. Là. C'était vraiment cool. Mais là, les boys, là, parce que moi, j'avais volontairement enlevé mon oreillette, parce que j'avais un délai avec vous autres, puis je voulais pas me faire voler de punch. Theory, là, il l'a caché, sa valise. C'est bon, je m'en allais là. Fait que là, vous connaissez le résultat du main event, mais ce que vous devez savoir, c'est que pendant cette affaire-là, et tu sais, c'était très confus, là. Parce que normalement, quand tu caches un Money in the Bank, c'est n'importe quand, mais c'est un match traditionnel. On s'entend? Oui. Fait que, tu sais, si tu le caches, ce qu'on comprend, ça n'a jamais été expliqué, ça, mais ce que moi je comprends, c'est que s'il est en train de se dérouler un last man standing, puis t'es rendu à un compte de 3, puis c'est jusqu'à 10 qu'il faut que ça aille, s'il arrive quelqu'un avec la valise, puis qui dit au ref, il sonne la cloche, qui se couche dessus, puis qu'il obtient un compte de 3, il devrait gagner la ceinture, là. Moi, c'est le même que j'interprète ça. Mais ça n'a jamais été expliqué dans le cas d'un last man standing, précisons-le. Fait que là, Theory arrive, il dit au ref, je veux cacher, il se met à bûcher sur tout le monde, il sac un coup de valise de Money in the Bank sur la tête de Roman. Roman tombe à terre. Puis là, Brock, il arrive, puis Brock, il donne un F5. Il knock, il est couché à côté du ring. Et ça permet à Roman de se relever, de pogner la valise de Money in the Bank, puis de sacrer une volée. C'est là que ça a commencé. C'était le début de la fin. Écoute, il a donné genre 5 shots de valise. Puis là, après ça, ça a été de kitchen sink. Là. Écoute, la ceinture, de 2 spears. Écoute, là, ça a été le début de la fin. Fait que là, les 2 possibilités, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, il existe 2 possibilités. La première, c'est que demain à Raw, ils disent qu'il l'a pas caché, finalement, parce que la cloche a jamais sonné. C'est mon opinion. Attends un peu, Steve, laisse-moi finir mon affaire. Mon opinion, c'est ça. C'est que soit qu'ils vont dire il l'a pas caché, la cloche n'a pas sonné, ou ils vont dire il l'a caché, puis il l'a perdu. C'est les 2 seuls scénarios. Là. Tu vois, Martin, sur Facebook, on a quelqu'un, Olivier. Merci, Olivier.
qui nous commande qu'à la fin du pay-per-view, on a vu on a vu Theory repartir avec sa mallette. Bon. Ouais, le cachet n'a pas eu lieu. Là. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de cloche qui a sonné. C'est ça que je pense. Parce que, techniquement, si on est honnête, s'ils avaient dit qu'elle avait été utilisée, on pourrait, en étirant un peu l'élastique, dire que c'est grâce à Theory si Roman a gagné, parce que c'est grâce à son arrivée qu'il a ma main sur la valise, c'est ma vargée sur Brock, right? Ouais. Fait que là, est-ce que ça pourrait faire en sorte que... puis là, c'est Brock qui se lève et qui s'en va donner un F5. Est-ce que c'est un setup de feud entre Theory puis Brock? Je ne sais pas, là. Là, je spin, là. J'ai aucune idée. Je sais que... Écoute, Roman qui en a mangé du F5 en bas du ring, tout le kit. Ouais. Theory en a mangé un, puis on l'a pas revu après. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de l'air fort. Ben, c'est là que je voulais vous emmener, les gars. C'est que moi, à soir, il y a trois affaires qui ressortent du pay-per-view avant qu'on fasse le tour pour donner une note. OK? Un, Logan Paul m'a vraiment impressionné. OK? Vraiment, là, tu sais, aptitude dans le ring, j'ai vraiment été, comme certains disent, fiberglassé. OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire que je retiens du pay-per-view, c'est assurément un gigantesque encore vote de confiance à Roman Reigns. Roman Reigns, c'est le top guy. C'est pas sur le bord d'arrêter. Il va peut-être perdre la belt un moment donné, mais ça va être pour alimenter une feud, pour qu'il regagne. C'est lui, c'est le go-to guy. Il y a personne en ce moment. Il y a plein de bons workers à mais il y a personne qui a la traction de Roman Reigns. Oubliez ça. Et la troisième, ben, je vous annonce officiellement que la ceinture intercontinentale n'a plus du tout de valeur parce qu'elle n'a pas été défendue pendant un pay-per-view comme SummerSlam. Et ça, moi, ça me dépasse. Pour ceux qui se le demanderaient, le champion intercontinental, c'est Walter. Et JC, tu me disais que de toute évidence, ce serait Shinsuke Nakamura qui serait l'aspirant numéro 1. En fait, c'est le combat qui sera annoncé pour le prochain SmackDown. Ça vaut pas un combat de pay-per-view. Ça vous donne une idée à quel point. Puis en plus, es-tu rendu fucking lettre, la ceinture? C'est une honte à la ceinture qu'on a tellement aimé que Macho Man, Kurt Hennig, Bret Hart ont porté. Et là, ben, c'est un titre qui veut plus dire sweet fuck all. Il a même pas été défendu dans un pay-per-view. Puis ça, là, la I n'a personne d'autre qu'elle-même à blâmer. Oublie ça, là. Tu sais, Shinsuke l'a eu je sais pas combien de temps, puis il la défendait jamais, puis en tout cas, c'est vraiment triste, là. Moi, je repense à tous les workhorses qui ont porté cette ceinture-là, et je trouve ça d'une tristesse inouïe, parce que il y a pas si longtemps que ça, la ceinture intercontinentale, c'était la ceinture du meilleur worker, le meilleur ring general de la WWE, puis là, ben, ça veut plus fuck all rien dire. Ça vaut pas plus dire de quoi que le titre de marde de la 24/7, là. Ah, même que le 24/7, on le voit plus souvent. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que ça, c'est... Fait que je commence avec toi, mon cher Steve. Une note sur 10 à SummerSlam, et pourquoi? Ben moi, je vais donner un 7 sur 10 à SummerSlam. Premièrement, outre le match de Liv Morgan puis de Ronda Rousey, moi, j'ai trouvé que le pay-per-view, là, il avait passé vite. Ouais, c'était pas un pay-per-view de 4h30, là. Non, ça a passé vite, j'ai aimé ça, ils sont venus me chercher. Moi, je dis souvent que quand j'écoute la lutte, je vais être diverti. J'ai été diverti à soir. J'ai pas haï la fin, que moi, quand ça brasse de même, j'aime ça. On te le cachera pas, là. Mais il me reste encore du stock que je comprends pas. Tu sais, moi, McAfee puis Corbin, je m'en serais passé. J'aurais peut-être justement mis un combat pour le championnat intercontinental, là, des choses comme ça. Puis je peux pas donner un 9 ou... Ben non. C'était pas un pay-per-view de 9 sur 10. Ça n'arrivera jamais un 10, non. Parce que ça veut dire que c'est parfait. Fait que je pense qu'un 7 sur 10, ça fait la job. Non, j'ai été... Puis, faisait longtemps que j'avais pas trop... Puis là, pensez pas, là, Vince c'est plus là, les pay-per-views sont meilleurs. Écoute, il n'y a pas une grosse différence entre là puis le dernier pay-per-view que vous avez écouté, là. Je vous le dis tout de suite. Mais, je pense que là, j'ai aimé ce que j'ai vu.
J'ai aimé ce que j'ai vu, puis surtout Bianca a gagné, moi je suis correct. Bon, parfait. Mon cher G-Central, ta note sur 10, c'est pourquoi? Moi, je donne un 8. Un gros 8, parce que c'est le pay-per-view depuis le début de l'année. C'est le gala de lutte, la WWE présenté, qui m'a le plus diverti. Définitivement. Ah, plus que KO et que Stone Cold? Ben, KO et Stone Cold à WrestleMania, mais c'était pas tout un événement, c'était un combat. Ah non, je suis d'accord, là, mais ça avait scoré. Okay. Non, mais ça a scoré fort. Dans l'ensemble, je comprends. Dans l'ensemble, surtout que je m'attendais à pas grand-chose. Ouais, on était tous un peu, tu sais, low expectation, over achievement, là. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Dans la mesure, puis au niveau de la qualité de la lutte en tant que telle, ça vaut un 8. Bon, excellent, mon cher JC. Moi, je vais vous expliquer mon raisonnement. Parce que la ceinture intercontinentale, elle vaut plus rien, puis que c'est même pas défendu à une soirée comme SummerSlam, j'enlève un point. Officiel que j'enlève un point. J'enlève un autre point pour avoir annulé un combat entre Seth Rollins puis Riddle, qui aurait été potentiellement un show stealer à soir. J'en enlève un autre. Fait que tu pars à 8. Tu peux pas avoir 10, tu pars à 8. J'ai pas... Je vais enlever un demi-point pour Happy Corbin puis Pat McAfee. Ça, pour moi, là, ça n'a rien fait avancer. Ça a juste fait continuer d'avoir de faire en sorte qu'Happy Corbin a l'air d'un hostie de maillet. Puis, tu sais, le combat, c'était tel que tel. Ça valait pas des gros chars. Fait que pour le reste, pour l'entertainment et pour le shock value du combat de Lesnar contre Roman Reigns, moi, c'est ça qui est allé me chercher. C'est le wrap-up du pay-per-view parfait pour moi. C'est ça qui me fait scorer quelque chose d'acceptable. Fait que je vais être comme Steve. Moi, je vais donner un 7 sur 10. J'enlève un autre demi-point pour une coupe d'affaires que j'ai trouvé. Puis le petit kit de Becky Lynch, là, arrêtez de l'habiller comme un patoff, là, c'est n'importe quoi, là. Si vous la remettez face, là, ramenez donc de Man, ramenez, tu sais, je veux dire, faites-en donc, c'est pas obligé d'être pareil ou une copie conforme, mais tu sais, ramenez, puis l'autre affaire, faut que j'en parle, les boys, je suis désolé, je sais, vous êtes peut-être tannés. Mais oui, nous avons eu droit à l'hostie de face de Becky Lynch qui comprend pas comment ça qu'elle n'a pas gagné, puis qui over-réagit à tout. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Il n'y a rien à faire. Fait que c'est ça mon autre demi-point. Ça fait 7 sur 10. Le high spot de la soirée, c'est le tracteur qui lève le ring. C'est clair. Puis Logan Paul. Puis le low point de la soirée, ben, c'est vraiment Pat McAfee. C'est correct, regarde, on le sait. Là. Quand vous amenez Pat McAfee, là, il fait-tu une si mauvaise job que ça comme commentateur pour que vous en ayez tant besoin dans le ring? Là? Écoute, moi, je trouve, en partant, je trouve que c'est un des meilleurs commentateurs qu'ils ont. Là. Ouais, il est solide. Très bon. Coloré. Il est coloré, il monte sa table puis il danse pendant l'intro, les tunes des lutteurs, ces affaires-là. Ouais, il est très bon. Il est très, très, très bon là-dedans. Fait que la nécessité de l'envoyer sur le ring, je la vois pas. Mais ça fait une attraction. Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, hey les boys, moi, je suis un fouilleux. Hein, c'est peut-être une déformation professionnelle. Affaire. La dernière fois que le championnat intercontinental a été défendu à SummerSlam, c'était en 2018. Entre Dolph Ziggler, puis quand que Dolph est rentré champion, et il avait perdu contre Seth Rollins. Ben, moi, je trouve pas ça pire, là, que de pas l'avoir fait en 2019, dans 2020 ou en 2021, là. C'est aussi maillet. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu adresses le problème. Enlève-la la crise de Bell, d'abord. Ben, je pense que oui, je suis d'accord. Hey, moi, j'écoute un Raw, là, puis je sais pas, écoute, je sais, ça dure peut-être, sur le total de 3 heures, un 4-5 minutes, mais que les gars courent après la ceinture 24. Ben non, une perte de temps, ça sert à sweet fuck all. Ouais, mais les producers à USA Network, eux autres, ils aiment bien ça. Ben ouais, ben c'est ça, là. T'sais, si c'est encore là, ça doit être parce qu'il y a peut-être des considérations qu'on connaît pas relatives à cette affaire-là, là. Mais, ben voilà. Fait que c'est ça notre... on va wrapper up, les boys. C'est ça notre compte-rendu de SummerSlam. Je vais prendre 2 secondes pour remercier les Ribbers qui étaient en notre compagnie, bien sûr. Ça a été une superbe soirée. On s'est très, très bien amusé. Pour la petite histoire, on avait un pool. Écoutez, il y a eu quadruple égalité en tête. Nous autres, on donnait un point par prédiction qui ça
s'avère vrai. Et on a eu 4 personnes qui ont eu 6 points. Je pense qu'il y en a eu 2 qui en ont eu 5 et une personne qui en a eu 2. Donc, on a eu bien du fun avec ça. Je vous rappelle, bien sûr, que si vous voulez être des nôtres pour les prochaines éditions du Big Four, puis il y a peut-être d'autres événements aussi, vous êtes très simple, regardez en bas à droite de l'écran, patreon.com/le carré rond, ça va vous donner accès, bien sûr, à ces watch-alongs-là et à tout le contenu qui se trouve dans la Rib Room, qui est une communauté privée pour nos membres. Et bien sûr, le contenu, les shows qui sont présentés sur YouTube en exclusivité pendant une semaine également avant de devenir des podcasts. Donc, là-dessus, chers amis, Steve, je te dis un énorme merci. Merci d'avoir été avec nous autres. G-Central, profite bien de ton week-end de congé. Nous autres, on se reparle très bientôt. Puis sinon, c'est moi qui vais, avant qu'on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des shows présentés les mercredis 19h sur Touski TV. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là. Faites attention à vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. Et on se laisse sur ce fameux match-up qui est l'œuvre de mon grand ami Super Dave Bérubé. Salut tout le monde. Membre de la famille H2O Web Media.